Les passagers de Tanger, un podcast de Philippe Guiguet-Bologne. Mohamed Lecléti est un immense, bien que modeste, plasticien marocain, peintre, dessinateur, sculpteur engagé, qui présente l'exposition Ne tenir qu'à un fil de juillet à novembre 2026 au musée de la Casbah de Tanger. Une création originale et puissante qui a su parfaitement épouser les contraintes de l'ancienne prison de Dar el Marzen dans l'ancienne ville. Mohamed Lecléti, né en 1965 à Taza, il est de la génération d'Emma Ibn Bin et Hassan Shahir, a fait des études de cinéma et d'art plastique à Montpellier, où il continue de vivre avec son épouse Geneviève en partageant son temps avec le Maroc. Tête de file d'une figuration allégorique dont s'inspirent nombre d'autres artistes, allégorie qui n'est pas pour autant symbolique, sa carrière en France et à l'international est aujourd'hui à son sommet. Il est actuellement soutenu par la Galerie 38 à Casablanca, Lilia Ben Salah à Paris. Les FRAC du sud de la France suivent son travail de près et son œuvre est maintenant présente dans les collections institutionnelles et privées les plus exigeantes entre la France, la Belgique, le Royaume-Uni, la Tunisie, le Maroc, Genève, Ramallah, Athènes, New York, Abu Dhabi et Amsterdam, entre autres. Mohamed Lecléti, comment connais-tu Tanger et quel est ton rapport à Tanger ? Les seules fois que j'ai eu un contact avec Tanger, c'est pour le départ à l'étranger. Donc en fait, c'est plus une ville de transit et j'ai une relation très particulière parce que c'est le premier point par lequel j'ai quitté le Maroc et à chaque retour, premier contact avec le pays d'origine. Donc sans connaître la ville, j'ai un rapport très affectif à cette ville. Elle représente le point de départ pour moi. Et le point d'arrivée aussi. Tout à fait, le point d'arrivée. C'est pour ça que j'ai une affection particulière à cette ville. Mais il n'y a jamais eu de long séjour ou de plus court séjour ? Non, réellement. À chaque fois, c'était un passage rapide. Même quand je suis passé pour voir quelqu'un, tout ça, ça a été vraiment des passages d'une journée. Donc, j'ai jamais eu le temps vraiment de découvrir la ville, de bien la connaître, malheureusement. Alors justement, qu'est-ce que tu connais aujourd'hui de Tanger, après ces quelques jours passés à installer l'exposition ? Ce serait prétentieux de dire que je connais que Tanger, mais je connais très peu. Enfin, j'ai plus une idée de Tanger. Je ne peux pas dire que je connais Tanger. Je sens un poids d'histoire, en fait. C'est assez particulier. Cette mixité d'architecture et cet esprit d'ouverture à Tanger, j'ai l'impression que c'est une espèce de point de diversité aujourd'hui ou du passé. On le ressent, ce passé de ville ouverte. Est-ce que, donc sans trop la connaître et sans trop y avoir résidé, point de départ, point d'arrivée, est-ce que ça pourrait être une ville d'inspiration pour Mohamed Lecléti, artiste ? Écoute, sans le faire exprès, mon travail, je trouvais, dès que j'ai atterri ici, j'ai fait un travail, on dirait qu'il a été destiné à Tanger sans le vouloir. Dans mon travail, particulièrement dans cette expo, qui est la suite de celle de Casablanca, il y a 3 thématiques. On est dans mythe, jeu et territoire. Et cette ville, elle représente les 3. C'est une ville à la fois mythique. Enfin, je veux dire, il y a toute une mythologie qui s'est construite autour de Tanger par rapport à tous ces intellectuels internationaux qui se sont installés à Tanger, que ce soit écrivains, peintres. D'autre part, le jeu, ça a été un terrain de jeu pour toutes les puissances, des enjeux politiques dans cette ville. Et le territoire, c'est à la fois aussi c'est la Corne d'Afrique, donc c'est une fenêtre ouverte sur l'océan, à la fois la Méditerranée, l'Atlantique et sur l'Europe. Et donc ce désir d'aller voir ailleurs, c'est comme c'est une ville espoir pour pas mal de gens qui voient dans l'Europe l'Eldorado, même c'est une utopie. Donc c'est sans le vouloir. J'ai 3 thématiques qui correspondent vraiment à l'esprit de Tanger. Tu es né à Taza, tu as émigré en France, tu travailles et tu vis en France maintenant. C'est pas l'Eldorado et c'est vraiment une utopie. Faut rester, lucide. Comme partout, vous savez, dans chaque pays ou chaque culture, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Quand on s'extrait de sa propre culture, son propre pays, on a un regard un peu plus lucide, même si c'est sur sa propre culture. On se rend compte des aspects positifs comme aussi des aspects négatifs. Mais je pense que tout voyage ou tout exil a des aspects à la fois positifs et négatifs. C'est-à-dire l'exil, c'est douloureux, mais c'est aller se confronter
à d'autres cultures. C'est aussi, ça permet de s'ouvrir, de connaître d'autres mentalités, d'autres façons de relationner au monde. C'est jamais ni positif ni négatif. C'est les deux. Il y a des aspects à la fois très positifs, mais enfin l'exil, même si on va ailleurs, ça a quelque chose quand même de très positif. Alors depuis ton exil, qu'est-ce que tu penses que t'apporte ta marocanité dans ton travail? Je pense qu'on le veuille ou pas, on porte ses racines. On peut être même au Maroc et avoir, par exemple, moi j'ai une démarche plus, entre parenthèses, universelle. J'aborde des thématiques autour de l'humain de façon générale, qu'ils soient marocains, africains ou occidentaux. C'est-à-dire que c'est des questionnements autour de l'humain de façon générale. Mais la part de la maroquinité, je pense que c'est la façon d'aborder les choses, ma propre construction qui fait que j'ai une vision qui m'est propre, qui est un mix entre mon pays d'origine et mon pays d'adoption. Il y a toujours une part de soi. Même quand j'ai une distance, j'essaie de... Parce que mon travail, c'est pas une expression du moi. J'essaie d'avoir une distance avec la création, c'est-à-dire d'être le plus pragmatique possible. C'est-à-dire quand je traite un propos, il n'est pas forcément lié à ce que je ressens. J'essaie de le faire comme un scientifique. Mais, on le veuille ou pas, il y a une part de soi. Même si on essaie d'y échapper, c'est comme un peu les artistes du pop art, où ils abordent le travail de façon mécanique pour échapper à cette expression du soi ou de la touche personnelle ou tout ce qu'on veut. On va parler d'Andy Warhol, il a quand même sa touche personnelle, même si dans l'absolu, il voulait se détacher, être distancié avec l'œuvre d'art ou la pratique de l'art. Mais il y a une part, on voit les œuvres de Warhol, on reconnaît que c'est un Warhol. On n'échappe pas à cette petite part d'autobiographique dans l'œuvre. Alors on reviendra sur ton travail, mais Mohamed Lecléti, cette exposition, comment est-elle née? Elle est née du désir de monsieur Éric Mangian, qui est directeur du FRAC, Occitanie-Montpellier. On s'est rencontrés, il a eu un très bel accueil de mon travail, il a beaucoup aimé. Il m'a proposé d'abord de faire une demande d'acquisition pour la collection du FRAC, ce qui s'est passé. Par la suite, en fait, il a vu qu'il y avait le lancement de la saison Méditerranée et il m'a appelé, il m'a dit « Je te propose qu'on monte un projet dans le cadre de saison Méditerranée ». On a eu de la chance d'avoir été labellisé. Notre dossier était parmi les dossiers qui ont été acceptés. Et donc, du coup, on a lancé ce projet. Ils ont contacté la Fondation des musées et ils ont accueilli le projet avec beaucoup d'enthousiasme. Ils ont accepté de mettre à disposition le musée parce qu'il fallait qu'il y ait une connexion entre la France et le Maroc, un lieu institutionnel au Maroc et en France. C'est comme ça que, du coup, on a commencé à développer ce projet. Mais alors quand on ramène autant de toiles, autant de cadres, pourquoi est-ce que l'exposition ne ferait pas le tour des musées du Maroc, puisque la Fondation des musées du Maroc est partenaire? C'est la Fondation des musées qui pourra répondre à cette question, pas moi. En fait, l'objectif de ce projet, c'était de faire une expo au FRAC de Montpellier et un musée ou une institution au Maroc. Après, on n'avait pas abordé est-ce que l'exposition pourrait bouger ailleurs et faire le tour de quelques lieux. Tanger l'été, c'est bien pour montrer son travail. Oui, justement, comme je connaissais pas Tanger, monsieur Idrissi nous a suggéré de la faire l'été, parce qu'il a dit c'est beaucoup plus approprié de la faire pendant la saison d'été. Il y a beaucoup plus de visiteurs, comme il avait l'expérience où on l'a laissé décider la date de début de l'exposition. Et alors, qu'est-ce que tu montres dans cette exposition, à part le mythe, le jeu et le territoire? Ça se traduit comment, en tout cas? Comment dire, c'est assez complexe à répondre, parce qu'en fait, déjà, chaque œuvre, elle est à la fois autonome, mais elle fait partie d'un corpus. C'est-à-dire que mon travail, en fait, une œuvre, elle est reliée à un ensemble. Il y a des thématiques, mais qui sont tout le temps, comment dire, en perpétuelle évolution. Elle est toujours en mutation, l'œuvre. Comment ça se traduit? Chaque œuvre renvoie soit à la notion, par exemple, du mythe, du jeu, du territoire. Même quand c'est sur un mythe, elle peut renvoyer en même temps aussi à la notion de territoire, à la frontière. Mais quand je parle de frontière, c'est pas forcément géographique, ça peut être une frontière mentale. C'est pour ça que c'est difficile d'expliquer un travail par des spectateurs sans qu'ils aient les œuvres en face. C'est compliqué. Tu as eu une expo à Casablanca récemment, Galerie 38. Ton travail est régulièrement montré au Maroc, je pense. Pour la première fois, c'était en 2011. C'était à la Galerie Matisse à Casablanca. Après, j'avais travaillé aussi avec la Galerie Loft à Casa. Et après, depuis à peu près 5 ans, je collabore avec la Galerie 38. Et la Galerie 38, on avait fait cette expo monographique, c'était un peu moins d'1 an. Et on avait fait aussi des foires ensemble, comme la 54.
C'est la Galerie 38 qui te représente alors. Oui, c'est la Galerie 38 qui me représente au Maroc, oui. Et en France, qui te représente? J'ai travaillé avec beaucoup de galeries. La dernière galerie avec laquelle je travaille actuellement, c'est Lilia Ben Salah, qui est à Paris. Comment qualifierais-tu ton travail? Compliqué, hein? Moi, je suis tellement dedans, en fait, comment le qualifier? C'est extrêmement difficile pour le qualifier. C'est plus les autres qui pourraient voir peut-être une perception parce qu'ils ont un regard extérieur. Moi, je suis tellement immergé dedans que c'est compliqué. La preuve, des fois, le rapport à l'œuvre, il y a des gens, ils sont presque surpris ou presque heurtés, alors que moi, ça me heurte pas. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de qualifier son travail. C'est difficile de le qualifier en quelques mots parce que les questions de lien, de perception, par exemple, au début, c'était un travail autour de la perception. C'est pour ça d'où on trouve cette distorsion dans le travail. Je cherchais une idée comment traduire cette perception. Et c'était parti sur la distorsion parce que chacun il a un regard sur le monde en fonction de beaucoup de paramètres, nos croyances, notre culture, enfin comment on vient de l'évoquer à l'instant. Et cette perception, elle change tout le temps, donc elle est quelque part distordue. On parle de principe, la déformation, c'est le propre de l'homme. En fait, c'est l'addition de nos perceptions qui tend vers l'universel. Et comment vous l'expliquez? Vous savez, la perception, elle est en perpétuelle mutation. Il n'y a pas de vérité absolue. Quand on a découvert l'anatomie, ça a changé notre regard sur nous-mêmes déjà. On a pris conscience de ce qu'on est de l'intérieur. On avait une perception sur nous que l'aspect extérieur, en fait, charnel, mais on n'avait pas connaissance de ce qu'on était de l'intérieur. Pareil, quand on a découvert aussi le microscope, on a découvert des choses qui ne sont invisibles à l'œil nu. À nouveau, ça a changé notre regard au monde. Donc, on a pris conscience de choses invisibles. Et plus, en fait, les découvertes, au fur et à mesure, nous changent notre perception du monde. C'est pour ça que ça m'intéressait de travailler sur cette perception sur le monde. Alors, c'est ton regard, un regard sur le monde à travers le prisme déformant d'une optique de microscope? Oui, quelque part, en fait, c'est façon exagérée. Moi, je trouve, c'est un peu comme la caricature. Vous savez, quand on exagère les traits de quelqu'un, c'est comme si on dégage son caractère. Vous voyez une caricature, vous arrivez à dégager son caractère, même sa ressemblance. Ben là, c'est pareil. Pour traduire cette notion de perception, je suis dans la distorsion, dans l'exagération, parce qu'il y a cette distorsion des fois dérange, parce que tout ce qui touche au corps, c'est quelque chose de très presque sacré. C'est un effet miroir. Vous représentez même le corps de façon normale, les gens, ils sont un peu, pas choqués, mais presque, c'est quelque chose de sensible, parce que ça renvoie à notre propre condition, à notre propre corps. Donc, quand on le distord, alors ça provoque les gens, en fait, ça choque, parce que à tel point, ils ont l'impression, je vais vous donner une anecdote, j'avais fait une exposition une fois à Grenoble, dans une foire, il y a une dame qui rentre, elle découvre mon travail, et elle était presque blême, comme ça, pâle, et j'ai compris qu'elle aimait pas du tout, parce que elle était un peu choquée. Elle me dit, vous savez, votre travail, je ne peux pas l'accrocher chez moi. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, mais parce que ça me rappelle mon quotidien. Je dis, c'est quoi votre quotidien? Elle était chercheur, elle travaillait sur la malformation chez les gens. Et du coup, je lui dis, mais c'est étrange, parce que moi, je travaille pas sur la malformation, c'est des distorsions qui sont liées à la perception. Je lui dis, vous êtes en train de illustrer le propos de mon œuvre, parce que vous regardez mon travail avec votre quotidien, avec votre perception. Ça veut dire, vous regardez mon travail avec votre vécu, avec votre vision personnelle qui diffère de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui trouvent plutôt de la dérision, de la caricature. Donc, c'est le propos de mon œuvre. Mais ça peut être aussi dérangeant qu'a pu l'être, et il y a cette dimension-là, le surréalisme. Oui, je pense que sans être dur, pas grand-chose peut déranger les gens. Tout ce qui sort de quelque chose de conventionnel, ça perturbe les gens. Il leur faut des choses plutôt lisses, qui questionnent pas trop aussi, parce que tout ce qui questionne peut renvoyer nos propres angoisses, à nos propres difficultés. L'œuvre, globalement, c'est un effet miroir, ça nous renvoie à notre propre condition. C'est un peu, par ce travail, comme si on passait par le trou dans Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Et là, on tombe dans son propre univers déformé. Oui, c'est comme si on lève le rideau sur des choses qu'on veut pas dévoiler. En fait, on veut pas les creuser. Que dès qu'on creuse, effectivement, ça renvoie à des choses enfouies, à des choses cachées. Et tout ce qui est caché, enfoui, ça fait peur, bien sûr. Comment t'es-tu décidé artiste? J'ai eu mon bac art plastique à Rabat. C'était mes débuts.
Après, on avait deux possibilités, soit continuer à faire l'enseignement, ce que je ne souhaitais pas. On n'était pas orienté, on nous parlait pas forcément de l'école des beaux-arts de Titouan ou quoi que ce soit. Le cursus, c'était de voir son bac art plastique et aller continuer les études d'art plastique à l'étranger. Tu t'es toujours senti artiste? Jeune, c'est un peu difficile de dire oui, je me suis toujours senti attiré en tout cas par la création, par les arts de façon globale, oui. Par contre, la transmission, pédagogue, c'était pas ton truc. J'aime bien transmettre, mais j'aime pas les contraintes. C'est pour ça que je pensais, sans l'avoir formellement décidé, c'est-à-dire c'est décidé, je pense c'est ma nature qui a pris le dessus, j'ai toujours échappé aux contraintes. Tout ce qui est contrainte, j'ai trouvé ma voie dans la création et en étant artiste, c'est-à-dire en étant artiste, on a cette liberté de gérer à la fois sa vie, son temps comme on le souhaite et ne pas dépendre de contraintes particulières. C'est pour ça que j'ai porté le choix plus tard sur me consacrer entièrement à la création. Tu as choisi la figuration, alors ça redevient un peu plus d'actualité, mais on reste quand même sur la queue de la comète d'une culture où la figuration était inenvisageable. C'est presque, surtout la façon dont tu la traites, un choix courageux. Quand j'aborde la création, je me pose pas la question d'abstraction ou de figuration. J'avais commencé par un travail presque silencieux, des aplats d'abstraction, mais je suis plus dans l'acte que dans la conceptualisation. C'est-à-dire que j'agis, après je conceptualise mon travail. C'est comme s'il y a une espèce de souffle comme ça. Je travaille de façon instinctive. Au début, c'est ça. J'aime bien ce côté instinctif, presque sauvage comme ça, où j'interviens. Et après, c'est comme si je déconstruis et j'épure mon travail. Donc je me pose pas la question figuration, abstraction, tout ça. C'est comme si je laisse ma nature parler et je me préoccupe pas ni de mon identité en tant que Marocain. Je cherche pas à la affirmer ou avoir une lecture entre parenthèses africaine où je me laisse aller là où le vent m'emmène, où mon instinct me guide. Donc, mais après, c'est la synthèse se fait au fur des années. C'est comme si à un moment donné, je fais une pause et j'analyse mon travail. Je me dis, il se dégage ça, il se dégage ça. C'est comme si je me laisse porter par les choses, qu'elles soient culturelles ou pas. C'est comme je me dis, je suis un artiste du monde tout court, sans me poser de questions. Alors la démarche est d'une certaine façon très archaïque. L'archaïsme dans le sens où on fait appel à des choses très instinctives et puis on construit après. Quand je dis l'instinct, ça veut pas dire que je travaille sans plan. C'est-à-dire que j'ai des éléments, c'est comme si je définis, comme je vous l'avais dit auparavant, je parle de quelques points comme ça, les sujets qui m'interpellent et du coup je me lance. Et c'est comme si je me donne la possibilité de tomber sur l'imprévisible, l'imprévu, sur l'accident. C'est ce qui a fait que ça a fait bouger tout le temps mon œuvre, parce que c'est cette rencontre avec l'imprévu qui fait que ça bascule mon travail vers une nouvelle direction. C'est comme si la peur aussi de me retrouver, de me confronter à une façon de faire ou à une manière de faire ou à traiter toujours les mêmes choses. Et j'ai ce besoin. Je m'ennuie très vite. Il faut vite que ça bascule vers autre chose. Il faut que ça bouillonne tout le temps. J'ai toujours ce besoin que ça bouge. Mais en même temps, ton mode de représentation, ton trait, on va dire, est depuis 15 ans toujours le même. Le trait, oui, ça c'est une façon de faire qui est inexplicable. Je suis attiré par, comme je disais, ce trait comme ça de jet, comme une notion de souffle, cette énergie de mouvement, ça a toujours existé. On revient à ce qu'on disait, c'est pas autobiographique, même si c'est pas dans le traité d'un sujet, elle est des fois dans l'acte, dans la façon de dessiner. Il y a une part de soi qui est comme ça, qui peut peut-être un jour changer, parce qu'avant j'étais encore beaucoup plus dans l'énergie, dans ce mouvement. Maintenant ça s'est calmé, c'est comme si je peux dessiner des choses sans mouvement. Ils peuvent être statiques, ils peuvent être en réflexion, ils sont moins dans la fougue, mais plutôt dans la réflexion, l'intériorité. Tu parles de l'ennui et tu parles de l'improvisation, en quelque sorte, de l'accident. L'exposition est truffée de peintures in situ, monumentales, superbes. Il y en a au moins 6 ou 7. Ce sont des œuvres qui, quand l'exposition sera terminée, seront perdues, seront recouvertes de peinture parce qu'elles sont sur les murs du musée, de la salle d'exposition. Pourquoi tiens-tu tant à faire ce travail in situ ? Ce travail in situ, je l'ai commencé il y a presque 15 ans. C'est même plus tôt que ça, parce que au début je faisais des œuvres éphémères. Mais cette idée de créer des œuvres éphémères, elle est née même
presque les premiers contacts avec les foires d'art. Parce que j'avais exposé dans des galeries, mais les premières fois où je atterris dans une foire d'art, j'étais étourdi par la masse d'œuvres et ça m'a fait un effet négatif. Pour un artiste, c'était presque un choc pour moi parce que c'est comme une espèce de supermarché des œuvres. Oui, c'est le cas, effectivement. Donc, et du coup, quand je voyais même des œuvres magnifiques que j'ai découvertes, mais cette multitude d'œuvres m'a dérangé. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est affreux, parce que quand on est artiste, on a l'impression presque d'avoir un rapport intime à l'œuvre. Et d'arriver dans ces supermarchés de l'art, ça m'a choqué visuellement. Et je me suis dit qu'on amasse des œuvres et des mains. C'est devenu comme c'est quand vous allez dans le supermarché, vous vous dites il y a tellement de produits comme ça fait un gâchis. Ça perd la valeur du produit. Enfin, d'une œuvre d'art, on parle pas de produit, mais enfin, il devient un produit. Tout est marchandise, malheureusement. Et du coup, suite à ça, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose qui ne se vend pas, qui ne s'accroche pas. Et j'ai commencé à élaborer quelques œuvres éphémères. C'était en combinaison avec des villes. On leur proposait un parcours dans lequel je définissais une thématique. Je faisais un parcours, on faisait des vitrines comme ça, sur des vitrines où je réalisais tout un parcours et ça durait un mois ou plus et le principe c'est d'effacer tout. Effectivement, ça choquait encore les gens parce que le fait qu'ils soient éduqués comme ça à la notion de propriété d'une œuvre, à la pérennité d'une œuvre ou même du produit, de l'acquérir une œuvre, les gens ils étaient choqués qu'on puisse effacer une œuvre. Je leur dis, c'est le principe, c'est qu'elle soit éphémère, c'est-à-dire qu'elle restera que dans la mémoire des gens ou sous forme de traces photographiques, vidéos ou autres, mais l'œuvre elle-même, elle disparaît. Et en fait, ça renvoie à la condition humaine. On n'est que de passage, on est éphémère, et c'est pour ça que l'idée me plaisait beaucoup. Alors que ton travail est extrêmement sophistiqué et pointu et justement travaillé, on est presque dans de l'art brut dans cette démarche-là. Je ne sais pas si on peut parler d'art brut, mais oui, un côté plutôt, comme on disait, presque très féroce comme ça, brut, effectivement, le brut. Archaïque. Oui, voilà. Mais j'aime ce côté brut des choses. Moi, je suis quelqu'un, j'aime besoin, par exemple, les médiums froids, la vidéo. Pour les autres, j'admire le travail des autres. Mais pour moi, c'est froid. J'ai besoin d'un contact avec l'œuvre. Vous allez me dire, est-ce que je ferai une œuvre numérique? Je pourrais la faire, mais je ne trouverai pas la satisfaction. Je suis quand même une espèce de paysan. J'ai besoin de ce contact avec l'œuvre. Et il faut que je sente la matière, ce côté presque brut de l'œuvre. Mais ça, est-ce que ça correspond, et je le crois, à un engagement idéologique, éthique? Je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est une question de nature. Je pense pas que ça a un rapport avec un aspect idéologique ou éthique. Pas du tout. Non, non. Et moi, j'y vois quand même une démarche presque humaniste. De laisser sa trace, d'être présent, les mains dans le cambouis de la peinture, du dessin, du crayon. Voilà, c'est ça, l'humain, il y a de l'humain central. Je pense que tout artiste, peu importe la manière dont il aborde les choses, on peut faire même des choses immatérielles, on peut laisser une trace. C'est pas de cet aspect-là, c'est pas pour dire je laisse une trace donc cette façon de travailler. Non, non, c'est plus une question de nature. Il y a des artistes qui sont font des choses immatérielles. C'est comme le cas, par exemple, de Fred Forrest, tout l'inverse de support surface. Lui, il a décidé de travailler sur l'immatérialité de l'œuvre. Et pourquoi pas? Il laissera autant, de la même manière, une trace que les artistes de support surface ou autres, ou moi-même. Après, je n'ai pas la prétention de dire je vais laisser une trace ou pas. Mais je parle pour les autres artistes en tout cas. Je pense que c'est pas de cet ordre-là. Tout artiste, peu importe le propos ou l'approche, c'est une question de sensibilité, tout simplement. Alors, c'est de l'ordre du tempérament plutôt que de l'idée. Oui, je pense que chaque artiste aborde l'œuvre en fonction de son tempérament, de sa sensibilité, tout simplement. Qui sont tous ces personnages qui nous entourent? Ils sont pas forcément existants, ces personnages. C'est des métaphores, ces personnages. C'est arrivé dans des cas très très rares, en fait particuliers, mais qui correspondent pas à ma ligne de direction ou à ma façon de faire, où des personnages étaient identifiés. Dans le cas, par exemple, quand j'avais fait un travail sur, je sais pas, un personnage particulier, quand j'ai travaillé sur le territoire, on voyait une image de Abdelkarim Khattabi, ou quand j'ai fait un travail sur quand Trump il a fait une déclaration comme quoi Jérusalem était la capitale d'Israël. Donc c'était une réaction à ça, effectivement.
effectivement, j'avais fait un autoportrait. J'ai repris le discours, le même, mais en déclarant que ma qualité d'artiste, je résidais une capitale des États-Unis. Voilà, donc c'était un jeu de mots. Mais c'est des cas très rares où j'identifiais quelqu'un. En fait, c'est pas le but. Eh ben voilà, c'est que tu es un artiste engagé, c'est à ça que je voulais arriver. Je sais pas si engagé. Moi, je suis pas convaincu d'un art politique. On peut dire, sur certains projets, je peux aborder des sujets politiques, oui, mais je ne crois pas en art politique dans le sens où il n'a pas d'étiquette politique. L'art, et il peut aborder la politique, on peut aborder des sujets sociaux, on peut aborder diverses thématiques dans la politique, effectivement. Mais moi, j'évite de dire je fais un art qui a un rapport avec la politique parce que je ne fais pas un travail photojournalistique, je illustre pas l'actualité. Mais ça peut arriver. Par exemple, dans le cas que je viens de citer, c'était plus un coup de gueule qu'une œuvre en soi, parce que si vous verrez l'œuvre, elle sort complètement du registre formel de ce que je fais habituellement. Mais j'ai bien le sentiment que chacune de tes œuvres est un coup de gueule, justement. Oui, je pense que s'il y a un bouillonnement comme ça, j'ai un rapport très viscéral à la vie, à ce qui se passe dans le monde, effectivement. De toute façon, l'artiste, soit on décide d'aborder l'œuvre comme forme d'art et on travaille que sur la forme de l'œuvre elle-même, comme médium, sans se préoccuper d'une thématique sociale ou autre. Soit on opte pour une autre direction où elle peut avoir un rapport avec la société. Dans ce cas-là, on est comme une éponge, on absorbe tout ce qui nous entoure, ce qui se passe dans le monde et effectivement, des fois, même si on le veut pas, on le fait pas sciemment, ça ressort. Parce que quand j'aborde le territoire, bien sûr, c'est un sujet social, c'est un sujet politique. Qu'on ne le veuille pas, il y a tout qui converge vers le politique. On peut pas dissocier le politique du religieux, du social. Tout est pour eux. Donc tu es beaucoup plus proche de Ernest Pignon-Ernest que de Claude Viala, par exemple. Oui, Claude Viala, en fait, effectivement, c'est plus sur la matérialité de l'œuvre. Je peux jouer sur la forme d'une œuvre, mais c'est pas du tout le même propos ni la même direction, pas du tout. On est obligé de l'évoquer. Est-ce que le travail de Gérard Garouste peut permettre d'avoir une lecture plus approfondie de ton œuvre? On m'a souvent parlé de Gérard Garouste, mais c'est étrange. Je pense que le fait d'avoir travaillé justement sur cette distorsion, quand j'ai commencé à distordre les formes, je ne connaissais pas mon travail. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré, je lui avais dit, parce que je lui ai dit, je crois qu'il était de passage à Montpellier rapidement, donc on n'a pas pu aborder la question plus profondément. Mais je lui avais dit, il y a quelques personnes qui me parlaient de Garouste, parce que on trouve toujours des similitudes de Garouste, et je pense que c'est plus des thématiques bibliques. Moi, je ne suis pas du tout dans ce propos-là. Vous savez, dès que vous faites des choses, par exemple là, si on travaille sur la distorsion, on va trouver des rapports avec d'autres parties. Par exemple, quand vous parliez du trait, on m'a souvent parlé de l'artiste qui est décédé, là, Velikovic. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc Velikovic, après c'est devenu un ami parce qu'il y avait ce trait, il adorait d'ailleurs mon travail, tout ça. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit on m'a des fois parlé de vous, ils ont trouvé des similitudes. Comme il connaissait très bien mon travail, il m'a dit pas du tout, donc c'est assez étrange. Mais moi, je n'y voyais pas le rapport. Et effectivement, il y a des gens qui trouvent des similitudes. En fait, qu'on le veuille ou pas, encore une fois, même si on veut échapper à être un artiste unique, à part, qu'on le veuille ou pas, on appartient à une famille, à une sensibilité. Donc, on va trouver des similitudes avec un tel artiste. On peut être à l'autre bout du monde et on peut rencontrer un artiste qui a une approche un peu similaire, plus ou moins, en tout cas, appartenir à la même sensibilité, à la même famille d'artistes. Garouste, effectivement, travaillait sur les mythologies qui est notre fond commun culturel. Et je pensais que toi, tu travaillais plus sur nos mythologies, comme Roland Barthes a écrit Mythologie, les mythologies que l'on produit aujourd'hui. Moi, c'est comme une espèce de rhizome, ça part dans tout. C'est-à-dire que le mythe ne peut être qu'un point de départ, mais on disparaît dans l'œuvre. C'est qu'un prétexte, c'est pas pour illustrer le mythe, mais des fois je parle d'un mythe pour traiter une actualité, façon de parler, mais en tout cas un sujet d'actualité ou de société. J'ai horreur d'illustrer plutôt
une histoire ou un mythe, c'est toujours des prétextes pour moi. Comme je l'avais dit, on est dans la métaphore complète. Par exemple, celle-là, c'est pareil. Là, vous avez l'œuvre qui fait référence au radeau de la Mudise de Jéricho, mais en fait, encore une fois, c'est un prétexte pour parler d'immigration, de l'exil. C'était l'idée. Et comme je venais à Tanger, je me suis dit, c'était approprié justement d'aborder cette œuvre. Cette œuvre s'est déclenchée presque à cause de l'exposition au musée de Tanger. Donc il y a beaucoup d'exclusivité entre les fresques murales et cette œuvre ou d'autres sans doute. Puisque on va être écouté par un public tangérois particulièrement, c'est l'occasion d'expliquer. Très souvent, tu travailles en noir et blanc avec un motif rouge qui ressort. Ce motif rouge, c'est souvent un fil, c'est souvent une cible, c'est souvent une cage. Peux-tu nous expliquer ? En fait, le fil, que ce soit les cibles fil ou mécanique, je travaille le fil, je travaille sur le lien. C'est pareil, la relation, comme je le disais auparavant, à l'autre, au monde, à ce qui nous entoure. On vit aussi à l'ère de la connectivité. La relation à l'autre, elle a changé. On ne relation plus de la même manière que nos parents, nos grands-parents. On est dans l'instantané, on est dans le numérique. D'ailleurs, tu vas le remarquer, dans mes œuvres, il y a des chiffres. Même des gens, ils se posent la question, le pourquoi des nombres, tout ça, c'est pas qu'un jeu esthétique. Bien sûr, il y a un jeu plastique qui est abstrait, en fait. Ça fait partie de l'équilibre de l'œuvre. Mais aussi, c'est la signification. C'est le lien. Les nombres, on gère notre quotidien. La relation, ça passe par les multimédias, par Internet. C'est les nombres, c'est l'algorithme. Mesure de temps, d'espace. Enfin, les œuvres, elles sont truffées comme ça de petits éléments comme ça, mais en fait, ça renvoie à pas mal de choses. C'est vrai que les gens, si on ne l'explique pas, ils comprendront pas pourquoi elle a présenté telle chose. D'où l'intérêt d'une interview comme ça. Après, les mécaniques, c'est pareil. On est dans le rapport à l'évolution, au progrès. C'est des machines utopiques qui n'ont pas de fonction. Toujours question d'humain, en fait, le rapport à l'évolution, au progrès. C'est le monde en perpétuelle mutation. Donc, ça symbolise ce mouvement éternel. L'avantage d'une exposition comme celle-ci, c'est qu'on voit de grandes œuvres dans toute leur matérialité, dans toute leur matière. Et là, il y en a derrière moi, c'est des œuvres en 3 dimensions, c'est presque des installations. Il y a un cadre, il y a parfois le fil qui relie le cadre à l'espace d'exposition, qui sort du cadre, des fils rouges qui se baladent. Et il y a des morceaux de tapis, des tapis qui sont creusés, sculptés, derrière lesquels il y a du dessin, au-dessus desquels il y a du dessin encore. Finalement, c'est des installations, tout ça. En fait, une œuvre, un artiste, c'est un peu comme un cuisinier. Chacun, il a sa propre cuisine. Moi, je suis, on revient toujours à l'ennui. J'ai besoin qu'il y ait une alchimie, c'est-à-dire que j'ai besoin de cette confrontation des matériaux. Ça fonctionne par dualité, vous allez le remarquer. On a la dualité à la fois dans la thématique, ça fonctionne comme des anagrammes, les thématiques. C'est comme c'est plusieurs histoires, combinées les unes aux autres. En fait, ils créent une nouvelle histoire à nouveau. Pareil, dans la technique, on est dans cette confrontation. Là, vous allez voir des dessins confrontés à des tapis ou des dessins, des gravures ou des dessins photos ou peintures dessins. Donc, j'aime ce jeu et cette alchimie des matériaux. C'est comme un jeu. J'ai besoin de m'amuser quand je travaille. C'est presque égoïste. C'est pas que pour le public, mais d'abord, il faut que je trouve une satisfaction personnelle. Parce que le plaisir pour moi, je vais être honnête avec vous, c'est pas l'expo en soi, c'est le travail de l'atelier. C'est comme un écrivain, c'est la satisfaction d'écrire. Après, bien sûr, c'est le vernissage, c'est le partage, c'est la consécration de tout ce travail, le partage avec le public. Mais c'est ce choix de m'amuser comme un enfant. Les artistes, ou sans être artistes, on est des grands enfants. On a besoin de jouer, on a besoin de continuer à prendre du plaisir à créer. Donc c'est pour ça que j'aime jouer sur cette alchimie. Je parlais des tapis, j'aime bien jouer ces textures des tapis. Là, c'est des tapis prières, mais en fait, moi, dans mon travailler avec les tapis, c'est même pas la noblesse de la laine qui m'intéresse ou de travail artisanal, tout ça, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est plus cette texture. Le tapis sert à la fois de couleur. Au lieu d'utiliser un fond coloré, j'utilise des tapis qui n'ont aucune valeur marchande. C'est pas un travail même artisanal. C'est plutôt comme un prétexte à intégrer la matière, la couleur et à intégrer des fils. J'aime sortir aussi l'œuvre de sa dimension, de 2 dimensions, parce que habituellement un dessin ou une peinture, elle est à 2 dimensions. Moi, j'aime bien la sortir et lui donner cet aspect sculptural de 3D en intégrant des masques, des objets, mais qui sont pas intégrés de façon gratuite, que ce soit la présence du masque ou d'autres éléments. Il a sa place, sa signification, sa raison d'être. Dans l'autre salle, il y a une grande toile avec un
un grand morceau de fourrure bleu mauve qui donne une texture absolument incroyable. Et effectivement, ce problème de distorsion lié à la perception, ça peut être un allongement des cous, des êtres bicéphales, des êtres sans tête, enfin toute une façon de revoir la perception des choses et de la retranscrire. Et c'est donc aussi cette troisième dimension que tu donnes à ton travail. C'est peut-être ça aussi une distorsion, c'est-à-dire que ton œuvre est terriblement classique parce qu'elle est dans un cadre, et ce cadre n'arrête pas de vomir des choses vers l'extérieur et des dimensions qui sont les troisième ou quatrième dimensions inattendues. Enfin, c'est complexe. Je dirais, moi, je suis comme un enfant dans un jardin, je cours dans tous les sens. Bien sûr, c'est pas sans but. La distorsion n'est pas que représentée, elle est aussi dans la structure du dessin. C'est ce que je voulais dire. Moi, cette notion de distorsion, j'y tiens beaucoup. Enfin, j'aime bien l'aborder parce que je trouve que tout est distorsion. Le monde est distordu complètement. Tout le monde croit qu'il est dans le vrai. C'est ça ce qui est amusant parce que des fois, en fait, on a presque un regard amusé de ce qui se passe dans le monde et on a l'impression que c'est un grand théâtre, le monde. C'est presque un cirque. Et qui doit décider ce qui est vrai, ce qui l'est pas? C'est ceux qui décident où est la vérité ou la vraie histoire ou pas. En fait, c'est ceux qui tiennent le pouvoir, qui tiennent les armes, qui tiennent la puissance. Donc, c'est pour ça que c'est assez amusant quand je vois, ne serait-ce que vous regardez l'actualité, des fois c'est amusant. On se dit, qu'est-ce qu'ils nous racontent? C'est comme si on nous prend pour des imbéciles. Et la vérité, en fait, c'est nos échanges, c'est ta perception, la mienne, plus du voisin qui fait à un moment donné. C'est comme si on dit, il y a une thèse, antithèse, synthèse, et ce qui fait que on en sort une vérité, enfin on se rapproche, on essaie de se rapprocher d'une vérité, mais on peut pas prétendre, ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas demain, ce qui était faux hier, peut-être il est vrai aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'aime bien jouer dans entre deux comme ça, où par moment on peut saisir une bribe de vérité. En fait, tu es un poète qui s'est terriblement bien dessiné. Je ne vais pas prétendre dire que je suis poète parce que je ne vais pas vous faire lire mes poésies, mais en tout cas, j'essaye d'être poète en dessinant, oui. Deux dernières questions qui découlent directement de ce que tu viens de dire. Pour toi, le réel, c'est quoi ? Le réel, pour moi, c'est cet instant avec toi, à partager un moment qui sera inoubliable, à partager un moment avec quelqu'un que j'ai croisé, à parler autour de mon œuvre ou même sans parler de mon œuvre, de partager un verre avec quelqu'un. On a échangé, j'ai découvert une partie de sa vie. Le réel, il peut tout et n'importe quoi. Tout est réel. La vérité, elle est plutôt dans des choses simples et authentiques. C'est ça le réel pour moi. Depuis 40 ans que je fais des entretiens, c'est la première fois que je pose cette question-là. Vraiment, il fallait qu'il y ait de la distorsion sacrément et que j'y crois. Dernière question, et alors l'espace. Comment travailles-tu l'espace? Comment conçois-tu l'espace? Comment imagines-tu l'espace? Qu'est-ce que l'espace? Je suis dans quelque chose comme une espèce de dialogue de choses silencieuses et de très bruyants, en fait. C'est un mélange des deux. Mes œuvres sont conçu avec un jeu de vide et de spécialité. En fait, un jeu de plein de vide d'ailleurs. C'est pas que le vide, hein, parce que il y a plein de choses. C'est très narratif par moment, malgré que c'est pas le propos d'être très narratif, parce que cette narration, elle est toujours perturbée par des éléments pour pas qu'elle reste convenue, facile à digérer. On est plutôt dans l'au-delà de la matérialité de l'œuvre. On n'est pas dans la consommation directe. J'essaie de mettre en panne le spectateur. Je lui offre pas. C'est pour ça que c'est double tranchant. En fait, j'ai deux types de public. Il y a un rejet ou l'acceptation totale. Les gens qui acceptent, c'est ceux qui ont la patience de regarder et d'essayer de décortiquer l'œuvre. Peut-être c'est une déformation par rapport au petit cursus cinématographique que j'ai fait, mais plutôt ce vide, ça renvoie à hors-champ, ce qui se passe au-delà de l'œuvre. C'est comme si l'œuvre, elle continue en dehors de l'œuvre, parce qu'il y a toujours cette notion de vide qui est quelque chose qui renvoie à l'au-delà. C'est comme il y a une scène qui se passe au-delà de l'œuvre. Ma question était très liée à ça. En dehors du hors-champ, en même temps, on a le sentiment que ton travail, c'est un travail de travelling sur une scène dans lequel il y a plusieurs temps, comme tous les travelling, qui se superposent. Peut-être cette notion de travelling, on peut être ressenti par cette notion de mouvement, effectivement. Mais c'est-à-dire que quand je construis mon œuvre, je ne pense pas volontairement à ce qu'il y a un aspect cinématographique de mon travail. C'est-à-dire que c'est plus les autres qui me le renvoient.
À part sur la notion de spatialité, oui, c'était volontaire de ma part de renvoyer hors champ. Mais des aspects cinématographiques, ça c'est plus le ressenti du public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui me disent, on ressent, il y a quelque chose d'ordre cinématographique. Par exemple, dans les tapis, là, dans le jeu de ce tapis des écrans, c'était volontaire de ma part. C'est-à-dire, ça renvoie ces bulles qu'on peut retrouver, qui est le même langage, la bande dessinée, c'est un langage cinématographique. Ça peut renvoyer à cet écran de cinéma, sauf qu'il est découpé de façon irrégulière, c'est pas un rectangle comme un écran cinéma, ou à des bulles cinématographiques dans lesquelles j'ai souhaité qu'il y ait des formes de bulles comme ça dans lesquelles se passent des histoires. Là, oui, volontairement, ça renvoie au langage cinématographique. Mais dans le reste des œuvres, c'est plus des choses peut-être de l'acquis cinématographique qui vient inconsciemment participer à l'élaboration de l'œuvre, mais pas forcément volontaire. Mais il y a peut-être quand même l'allégorie qui nous ramène à une iconographie cinématographique, justement. Ton travail est très allégorique, c'est-à-dire presque une figuration allégorique, si on devait trouver un tiroir. C'est ça, c'est des icônes, des images qui relèvent de notre inconscient cinématographique. Donc ça raconte beaucoup, plein des superpositions, un palimpseste d'histoire. Oui, tout à fait. Sauf qu'on n'est pas forcément, même si on fait le parallèle avec le cinéma, on n'est pas dans un cinéma, je dirais, entre parenthèses, réaliste, qui raconte une histoire ou une narration, une chronologie d'histoire réaliste. Pas du tout. On est plutôt, je dirais, presque dans un univers à la Luis Buñuel, un univers surréaliste, où il n'y a pas de début, de fin, parce que elles peuvent se regarder de droite, de gauche, comme il n'y a pas de logique de narration. S'il fallait comparer avec un cinéma, je dirais presque un cinéma expérimental ou surréaliste, où par exemple on va retrouver peut-être un univers de David Lynch. La chronologie elle est complètement déconstruite et il n'y a pas de début, ou à un moment donné, quand dans ces films, ça commence d'une chronologie normale et d'un coup il perturbe la lecture et la chronologie. Et on est complètement perdu. Et justement, c'est hyper narratif et tellement narratif que ça déconnecte toute possibilité de narration classique, on va dire. Oui, mais c'est une volonté de ma part, c'est perturber le lecteur. Presque tu satures en narration. Oui, saturer, je sature pas l'espace, mais peut-être la narration, il y a beaucoup de narration, mais qui n'est pas une narration, entre parenthèses, logique. C'est une narration, mais complètement illogique. Il y a des bribes de choses effectivement logiques, mais après, volontairement, je viens perturber le spectateur pour le désorienter complètement. Bon, les dernières questions, parce que je sais pas achever mes entretiens, mais il fallait quand même que je pose cette question. Qu'est-ce que c'est, selon toi, être de son temps? Parce que j'estime que ton œuvre, ta peinture, ton dessin sont de notre temps. Moi, je pense que tu es artiste et il appartient à son temps. Être de son temps, c'est peut-être être en phase de ce qui se passe dans le monde, mais actuellement, tout simplement, pas seulement dire sociologiquement, mais même dans la création. Après, c'est difficile de parler même dans la création. Qu'est-ce que ça veut dire être de son temps? Est-ce qu'il faut aborder d'une manière ou d'une autre? Je pense que c'est difficile de répondre à cette question. C'est le temps qui décidera est-ce qu'on était de son temps ou pas. Je pense que c'est le public ou l'histoire qui définira si un artiste il était de son temps ou pas. Mais en tout cas, j'essaie de l'être. I am the passenger and I ride through the city's backsides. I see the stars come out of the sky. Yes, it's bright and hollow sky. No, it looks so good tonight. Yeah, it looks so good tonight. Ce 50e épisode des Passagers de Tanger était consacré au peintre, dessinateur et sculpteur tazi et montpelliérain Mohamed Lekleti. L'entretien a été réalisé au musée de la Casbah de Tanger en juillet 2026, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Les musiques des génériques ont été empruntées aux musiciens de Jajouka de Bachir Al-Attar, Ceremonies Against the Night of the Devil, Behind the Jajouka par The National Fanfare of Kadebostani, Météorite du groupe Tanger de Philippe Pichard et The Passenger d'Iggy Pop dans son interprétation par Los Colorados. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. The sky was made for us tonight. Yeah, it was made for us tonight. I am the passenger. La 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 la.
passenger.